saviez-vous que l'un des plus importants collectionneurs au Québec et au Canada pour tout ce qui touche, par exemple, à l'émergence de la Nouvelle-France à partir de 1534 ou à la présence autochtone depuis des millénaires dans le nord-est de l'Amérique, est un résident de Sorel-Tracy. Reconnu à l'extérieur de nos frontières où sa réputation le précède, il s'agit de M. Denis Saint-Martin. Nous sommes présentement chez lui, dans sa maison-musée, dans son univers, et il nous attend. Denis Saint-Martin, on se connaît depuis de très, très nombreuses années. On a même été coéquipiers de hockey, vous vous souviendrez? Absolument. Absolument. Alors, je vais vous poser une question. Quand vous avez compris que dans l'équipe, il n'y avait aucun Guy Lafleur, est-ce que c'est là que vous avez décidé de devenir collectionneur? Disons que collectionner des succès, c'est deux choses différentes. Le monde de la collection est un monde qu'on peut découvrir, je dirais, un peu plus vers l'âge adulte. Okay. Dans le fond, c'est sûr qu'à 17-18 ans, on a d'autres passions, mais disons que le fait de collectionner sur des choses qui concernent la Nouvelle-France, ce sont des éléments là, qui sont dans ma ligne de mire, dans ma référence. Okay. Mais c'est quoi le déclencheur? À un moment donné, il arrive, à un moment donné dans votre vie, il y a un déclencheur qui se passe. C'est quoi qui se passe? C'est un de mes oncles qui est décédé, Jacques Plamondon. Il faisait beaucoup de généalogie. Puis Mme Louise Deschenaux-Cardin, qui malheureusement vient de nous quitter, qui est décédée. Sympathie à la famille. C'est deux personnes qui m'ont grandement influencé du fait que, à partir du moment qu'on connaît nos ancêtres, on peut mieux situer l'histoire en fonction des événements. Je donne un exemple. Si on prend référence qu'en 1837, il y a des troubles des Patriotes, mais en 1837, mon arrière-grand-père était où à cette époque-là? Est-ce qu'il demeurait à Saint-Denis? Est-ce qu'il demeurait à Sorel? S'il demeure à Saint-Denis, est-ce qu'il a participé au... Tu sais, ça vous a animé, ça? Absolument. Puis vous avez commencé à faire des recherches à ce niveau-là? Oui, parce que... En généalogie? Ben, la généalogie, c'est pas... Quand je dis c'est pas compliqué, là, je veux pas simplifier la généalogie, mais lorsqu'on fait des recherches... je parle de monsieur et madame tout le monde, c'est un peu père, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père. Tu sais, on ne va pas dans toutes les branches là, qui peut se retrouver. Moi, la situation qui m'a habité le plus, c'est que je suis un descendant des Deschenaux, Crevier dit Deschenaux. Seigneur Jean Crevier demeure à Saint-François-du-Lac et seigneur de Saint-François-du-Lac. Son fils Joseph va lui succéder comme seigneur parce que Jean Crevier est enlevé par les Indiens à Odanak, une attaque avec les... Mais c'est pas tous les gens qui s'intéressent à la généalogie qui deviennent collectionneurs. Vous, comment est-ce que ce cheminement-là se fait vers la construction d'une collection? J'ai été particulièrement chanceux. J'ai eu accès à une collection, une des plus importantes collections qui a été, je dis le terme monté, là, mais ça fait pas peut-être, mais qui a été assemblée, là, qui a été créée. C'est la collection Lawrence Landé. Une collection qui, malheureusement, pour des différentes raisons, a quitté le Québec pour New York. Okay. Puis moi, je suis allé avec ma conjointe qui m'accompagne fidèlement dans toutes mes péripéties. Je suis allé au Salon international du livre ancien. À New York? Oui, à New York. Je rencontre un marchand qui, les kiosques, là, puis je me promène, puis disons que c'est des livres à 50, 100, 150 000. Là. Bon, c'est pas dans ce genre de créneau-là, mais quand même une curiosité qui est là. Jusqu'à... la situation que j'arrive chez un marchand, M. Freeman, qui a dans son présentoir des contrats de Paul Chemellet de Maisonneuve, Marie d'Incarnation, des contrats tout simplement incroyables d'Olivier de Casson. Mais là, que je résume, vous vous intéressez à la généalogie de votre famille, ça vous amène à New York, dans une foire aux livres.
Puis là, vous commencez à vous intéresser aux livres et aux manuscrits qui sont là, puis disons, à des documents connexes. Absolument. OK. Est-ce que c'est là que vous faites votre premier achat? Non, c'est un petit peu le principe du collectionneur. Qu'est-ce qui est important de connaître au niveau des collectionneurs? Je fais référence aux petits garçons qu'on peut être. Là. Bon, on commence à collectionner les timbres sur les enveloppes qu'on reçoit à la maison. Puis à un moment donné, on a un oncle américain on lui dit, ben mon oncle, garde-moi des timbres américains. Puis bon, il y a comme une évolution qu'on appelle de la collection. Moi, l'évolution de la collection s'est faite à partir des Patriotes 1837. OK. J'allais à Montréal chez des marchands de livres anciens, de manuscrits, de gravures anciennes. Puis, je me suis intéressé, le premier personnage de la collection, c'est Louis-Joseph Papineau. OK. Louis-Joseph Papineau on connaît toute l'histoire de Louis-Joseph Papineau, mais moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était pas Louis-Joseph Papineau, le patriote, mais l'homme politique, le père de famille. Et j'ai eu la chance à travers, puis il y a aussi, lorsqu'on va collectionner, il y a souvent des créneaux, il y a des modes un peu comme des décorations de maison. Il y a eu des modes des rouets, il y a eu des modes avec des cruches avec des fleurs. Mais dans les collections, c'est la même chose. À un moment donné, les Patriotes 1837, personne ne s'intéressait à cette histoire-là. C'était comme quelque chose, je ne veux pas dire qu'il était à l'index, mais il n'y avait pas d'intérêt. Puis moi, j'étais un des premiers à développer un intérêt et j'ai eu accès à beaucoup de pièces sur les Patriotes. Après ça, pourquoi je me retrouve à New York? C'est que j'avais commencé à échanger avec des Sorellois, des collectionneurs qui étaient plus âgés que moi, dont certains malheureusement sont décédés. Et ils me disaient toujours, Denis, si tu veux monter une collection le plus rapidement possible, le mieux structuré, il faut que tu sois capable de faire des échanges. Je m'explique, c'est que si tu as une lettre de Louis-Joseph Papineau, ça se peut qu'un autre collectionneur soit intéressé à ta lettre. Mais ou toi, ça peut être le contraire. Quelqu'un peut avoir une lettre de Louis-Joseph Papineau, toi, tu as un intérêt. Le fait d'aller à New York, c'est que ça me permettait de découvrir des pièces qui pouvaient être disponibles pour me servir de monnaie d'échange. OK. Donc, c'est comme ça que la collection de Denis Saint-Martin débute. Débute avec les Patriotes de 1837 et... Souvenez-vous de la première pièce que vous avez formellement achetée? Oui. Bien, première pièce importante, disons que, bon, comme on pourrait dire, les premiers thèmes, je ne m'en rappelle pas, mais il y a comme des thèmes qui ont fait un peu plus mal. Écoutez, oui, j'avais acheté des livres qui venaient de la bibliothèque de Joseph Papineau. Okay. Et j'avais le plan de la maison Papineau, le plan de la rue Bonscourt, qui a été acquis par Pointe-à-Calière finalement, parce que c'était des pièces que moi je considère, lorsque des pièces sont de valeur nationale, il y a comme une importance qui doit faire en sorte que ça puisse être diffusé et puis être sécurisé. Rétrospectivement, diriez-vous que c'est un coup de foudre que vous avez eu pour l'activité de collection ou c'est une passion qui s'est développée graduellement? Ça s'est développé. Je viens d'un milieu qui est un milieu ouvrier, en ce sens que la littérature à la maison, à l'époque, je me rappelle lorsque j'étais jeune, il y avait le bottin téléphonique, puis 2-3 catalogues. Donc, c'est Denis Saint-Martin autodidacte? Absolument. C'est sûr que le fait d'avoir une entreprise qui travaille de façon saisonnière, ça me donnait comme 6 mois par année l'hiver, l'automne et l'hiver, de disponible. Bon, d'aller bouquiner finalement, qui est l'expression chez les bouquinistes ici à Montréal. Après ça, bon, ben j'ai commencé, comme je disais tantôt, j'allais passer des fins de semaine à New York, des fins de semaine à Boston pour trouver un peu, faut élargir un peu le cercle pour pouvoir avoir des pièces là, un peu plus importantes. Mais je vous dirais que... L'Europe? Oui. L'Europe, c'est venu un petit peu plus tard parce que je vous donne un exemple, c'est une caricature, mais qui m'avait frappé, puis je t'explique, Jocelyn, un peu quand je te disais des monnaies d'échange, moi j'avais prêté, dans ma collection, j'ai une gravure d'un patriote qui était dessiné par Jean-Joseph Giroir. Fait qu'un historien, Jonathan Lemire, il me dit, Denis, est-ce que tu me prêtes ta gravure? On fait une publication sur Jean-Joseph Giroir. J'ai dit oui, ça me fait plaisir. J'ai dit, y a-tu d'autres gravures de Jean-Joseph Giroir? Il dit oui, les Archives nationales du Canada ont l'ensemble des gravures, puis il dit, il y a un autre collectionneur.
Ah oui, j'ai dit, bon, Taureau le côté collectionneur, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça pouvoir avoir accès à ce collectionneur-là. Il dit, Denis, la politique, il dit, on ne met pas les gens en contact entre eux autres parce que les gens n'aiment pas. Mais je vais demander la permission. Fait que finalement, bonhomme Alain, il me dit, Denis, la gravure qui est dans dans le livre, qui est avec la tienne, c'est M. Bourgie. Il dit, si tu veux l'appeler, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu peux l'appeler. Fait que j'appelle M. Bourgie. Bonjour, M. Bourgie. Avant ça, il y a eu 2-3 téléphones qui, bon, secrétaire, bureau de M. Bourgie. Bon, c'est un monsieur important, là. Fait que finalement, je parle avec M. Bourgie, Pierre Bourgie. Bonjour, M. Bourgie. Denis Saint-Martin, collectionneur. M. Bourgie, je suis un collectionneur des Patriotes. Vous avez une belle gravure, j'ai une belle gravure. Si jamais vous avez de l'intérêt, je serais très intéressé à votre gravure. Mais il dit, écoute, il dit, non, c'est pas à vendre. Mais je dis, écoutez, M. Bourgie, je suis quand même un collectionneur sérieux. Parce qu'il y a des collectionneurs un peu moins sérieux, que ça ne veut pas dire que ce pas des collectionneurs qui n'ont pas d'importance, mais il y a quand même des évolutions, comme je disais tantôt. Fait que M. Bourgie, finalement, il dit, écoute, il dit, je vais garder tes coordonnées. Si jamais je décide de la vendre, je vais t'appeler. Finalement, pour découvrir qu'au bout de 2-3 semaines, que Pierre Bourgie, c'était le propriétaire des salons funéraires Bourgie et Fils, qui avait vendu son entreprise 300 millions US, qui valait à l'époque au-dessus de 500 millions avec l'échange d'argent. Fait que c'est là que j'ai réalisé que si tu veux avancer dans des collections, l'argent, c'est un moteur, c'est un outil, c'est sûr qui c'est l'objet qui est l'outil. Mais la possibilité de pouvoir faire des échanges, je me suis dit, de quelle façon je peux aller chercher de la gravure à M. Bourgie? La seule façon que je peux aller chercher de la gravure à M. Bourgie, c'est pas en y offrant un montant de X, il ne vendra jamais, il n'y a pas besoin d'argent. Mais si je trouve quelque chose qui pourrait l'intéresser, il faut connaître le centre d'intérêt des personnes. Là, ce que vous nous dites, c'est que la collection Denis Saint-Martin s'est construite aussi en grande partie à force d'échanges. Absolument, absolument. Okay. C'est pas juste la monnaie, c'est pas juste l'argent que vous avez investi, mais c'est l'échange. C'est des échanges parce que, bon, écoutez... Donc, excusez, je vous interromps, il faut fureter, il faut être au courant, il faut avoir du savoir-faire. Oui, mais il faut connaître la valeur des choses. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que il ne faut pas se laisser emporter puis influencer, dans le sens que si on va, exemple, à Paris, parce que, bon, tantôt vous posez la question, l'Europe, oui, Paris surtout, on fait des échanges avec des marchands. Bon, si on va à Paris, il y a un document sur le Québec, les Parisiens ne sont pas trop intéressés de le vendre à un prix exorbitant parce que c'est moins d'intérêt. Puis moi, ben, j'ai commencé, il va quand même bientôt 25 ans. L'Internet, là, 25 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être assis dans le salon puis avoir accès à des manuscrits. Moi, je magasine une journée, je vais à Londres, je fais les marchands de Londres, je vais sur le site Internet. Une autre journée, je peux aller chez les marchands. Le monde de la collection a changé avec l'Internet. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, il fallait se déplacer, aller voir les pièces, puis de connaître. C'est pour ça que j'ai établi une collection qui, au début, était sur les Patriotes. Là, je m'étais dit, je vais collectionner les choses sur la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est une guerre qui s'est produite 1756, 1763, les plaines de Marianne. Ça, c'est le deuxième créneau de votre collection. Le premier créneau, c'est les Patriotes. La guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est arrivé d'une drôle de façon. Je m'étais... lorsque j'allais à Paris, je trouvais des pièces sur la guerre de 7 ans. Là, je pensais à M. Bourgie. Je me disais tout d'un coup que je rencontre un collectionneur qui s'intéresse à cette partie-là de l'histoire. Je peux peut-être aller chercher des pièces des Patriotes. Mais à force d'aller à Paris, puis de fouiner, puis bon, j'avais un accès avec M. Pategun, Alfred Van Pategun, qui était un des plus importants marchands au Canada, M. de Montréal, qui m'a beaucoup aidé dans ma collection, qui participait à la collection LND, m'avait donné tous les noms des marchands. Parce que M. Pategun avait monté une collection qui était la collection LND, qui était une collection importante, un peu comme le musée Stewart à Montréal. M. Stewart avait vendu sa compagnie de tabac. M. Landay possédait beaucoup de garages. C'était des gens extrêmement riches qui, eux, pouvaient, à partir de moyens financiers, monter des collections assez impressionnantes. Moi, je n'avais absolument pas les mêmes moyens financiers, bien entendu, mais aller voir tous les marchands avec M. Pategun, j'avais quand même, puis moi, je me rappelle toujours, M. Pategun me disait, Denis, va chez, exemple, Rodolphe Chamonal, il y a des pièces, son expression, c'est à Q.
quand M. Patagon disait c'était cute, ça valait la peine de Ça prendre valait la l'avion peine d'aller voir Rodolphe. Donc, votre collection, les Patriotes, la guerre de 7 ans, est-ce qu'il y a d'autres volets que votre collection couvre? Ben, c'est là qui était un petit peu le piège que je me suis fait prendre. J'ai tellement trouvé de pièces sur la guerre de 7 ans que finalement, j'ai découvert des documents comme le début de la guerre, la fin de la guerre, le milieu de la guerre. Fait que je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais me monter une collection sur la guerre de 7 ans, connexe avec les Patriotes. Qu'est-ce qui devait être au début des monnaies d'échange sont devenues non des monnaies d'échange, mais des monnaies de collection. Et après, ben, lorsqu'on connaît un peu l'histoire, c'est que les gens qui participent à la guerre de 7 ans, on rencontre les Monsieur de Saint-Ours, les Hertel. On s'aperçoit que les Monsieur de Contrecoeur, qui sont nos voisins pas loin, là, tu te dis, oh, c'est quoi Monsieur de Contrecoeur? Bon, ben, les seigneurs de l'époque, lorsqu'il est arrivé la guerre de 7 ans, ils ne voulaient pas perdre le terrain, ils ne voulaient pas perdre le seigneurie. Fait que les fils et les petits-fils, je dirais peut-être plus les petits-fils, ont participé à la guerre de 7 ans. Là, tu connais l'histoire de M. de Contrecoeur. Bon, là, tu as accès à la possibilité de tomber au début de la colonie. Les Autochtones dans la collection Denis Saint-Martin? C'est une pièce, la guerre de 7 ans, aux États-Unis, on appelle ça Indian War. Je me suis intéressé à la guerre de 7 ans, côté américain aussi, parce que, bon, les frontières ne sont pas ce qu'elles étaient aujourd'hui. Et puis, toujours la généalogie, on revient un petit peu au départ. La généalogie, pour moi, c'est que dans mon côté familial, mon arrière-grand-mère est une Gill. Gill qui est d'Odanak, des premiers, je dirais, captifs d'Odanak, parce que, bon, à l'époque, les Abénaquis allaient à Boston, enlevaient des enfants, ramenaient ça ici à pied, en bateau, à travers du lac Champlain, ramenaient des petits-enfants américains ici, et puis ils étaient vendus, il y avait des encans à Montréal ou à Québec, c'était la façon de faire. Aujourd'hui, on trouverait ça scandaleux, mais il faut toujours parler, puis analyser, juger avec des situations à l'époque. Et puis Gill, qui était un petit Américain, qui avait été enlevé, et il y avait, je pense que c'était Sarah Johnson qui s'appelait, parce que peu importe, une petite Anglaise, se sont mariés, et la descendance des Gill aujourd'hui sont de cette lignée-là. Donc, vous avez des pièces autochtones dans votre collection? Oui, j'ai... c'est sûr que là, quand on se promène et qu'on a de l'intérêt pour les Patriotes, c'est Taureau vivant. La guerre de 7 ans, c'est Taureau vivant. Le début de la colonie, c'est Taureau vivant. Puis souvent, lorsqu'on collectionne, il y a une connaissance qui nous habite, une ouverture d'esprit. Puis je dirais aussi une meilleure connaissance des achats, dans le sens qu'on devient meilleur collectionneur. C'est une question qui... je vous écoute, vous êtes un passionné manifestement. Oui. Comment est-ce que, je m'excuse l'expression, on va vous poser la question, comment est-ce que vous contrôlez pour ne pas tout acheter? Parce qu'on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout acquérir, on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce qui a été c'est quoi la force de la collection de Denis Saint-Martin, c'est qu'est-ce qui a été... Sa faiblesse est devenue une force. OK. Bon, moi, les gens avec qui je suis en concurrence, c'est la famille Desmarais, la famille Thompson. On ne parle pas de millionnaires, on parle de milliardaires. Oui, oui. Moi, lorsqu'il arrive, exemple, un encan, il y a peut-être des fois 50 pièces qui sont à vendre. Moi, je ne peux pas acheter des 50 pièces, comparativement à M. Thompson ou M. Desmarais. Même s'ils ont le pouvoir, ils n'achètent pas. Lorsqu'on a un petit budget, c'est qu'il faut cibler la meilleure achat. Fait que le fait de ne pas avoir une grande capacité financière, comparativement à ces gens-là, je ne peux pas mettre un exemple 35, 40, 50 000 sur des documents. Écoutez, oui, j'ai une entreprise, mais qui est une entreprise, je dirais, plus un artisan qu'un entrepreneur général. Le fait d'avoir un budget plus restreint me force à faire des recherches beaucoup plus. En faisant mes recherches plus approfondies... Vous êtes un acheteur de qualité. Bien, j'ai pas le choix parce que sur 50 pièces, je peux en acheter une. Fait qu'il faut que j'achète la bonne. Dans toute votre collection, là, une pièce sentimentale pour vous, quelque chose pour vous là, qui est important. Votre pièce la plus importante de votre collection, là, qui n'est pas nécessairement monétaire, là.
La pièce la plus importante, je l'ai ici, c'est lorsque je suis allé à New York, j'ai rencontré le monsieur Freeman qui était le marchand de religion juive, avec monsieur Landay, religion juive. Lorsqu'on fait affaire avec ces gens-là, j'ai découvert ça lorsque j'ai eu accès à la collection, il y avait quand même plusieurs documents qui étaient intéressants, dont un document qui est la signature de Jean Crevier. Okay. Jean Crevier, on a parlé tantôt. C'est pour ça que c'est la généalogie qui m'a tout chamboulé. Je trouve dans la collection à M. Landay, je trouve un document de Jean Crevier qui est mon ancêtre premier, côté maternel. Fait que ça, c'est cette pièce-là qui m'a réellement. Puis après ça, ben, il y a eu toute une évolution. Là, j'apprends que avec Mme Deschenaux, que je parlais tantôt, malheureusement, qui est décédée, mon oncle, Jacques Lamondon, que Gil, mon arrière-grand-mère est une Gil. Gil au Danac, Jean Crevier au Danac. Okay. Lorsqu'arrivent ces fusions-là, ben, c'est sûr que, parce qu'on est tous collectionneurs dans l'âme. Okay. On a collectionné des timbres, on a collectionné de la monnaie, on a collectionné des jouets, des autos. Aussitôt qu'on réunit deux pièces similaires, c'est le début d'une collection. Fait qu'il faut toujours faire attention. On fait quoi avec une collection comme la vôtre? Parce qu'on ne peut pas seulement la garder, il faut la montrer. On fait quoi? J'ai fondé avec Germain Martin, qu'est-ce qu'on appelle la Société de mise en valeur du patrimoine québécois historique. C'est un OSBL qu'on a formé. Pour faire la diffusion, on fait des expositions. On a fait avec la Société historique. On a eu la chance, là, présentement, on est au Musée Pointe-à-Calière pour le 350e de la Compagnie de la baie du Thon. Chaque fois qu'on fait une exposition, moi et Germain, c'est surtout Germain qui est le concepteur, on va produire un catalogue de cette exposition-là. Puis chaque catalogue est redistribué dans tous les musées du Québec. Et du Canada. Quand je dis le Canada, je ne veux pas aller à Vancouver, mais je vous dirais quand même... Donc, des parties de votre collection vont servir à la Société historique, vous l'avez mentionné, à Pointe-à-Calière. Vous avez participé aussi au 375e de la Ville de Montréal, je pense. Oui. OK, donc vous avez prêté une partie de votre collection. Oui. Biophore. Oui, absolument. Moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que lorsqu'on est capable de diffuser l'histoire, mais de la diffuser de façon régionale, ça implique les gens différemment. Si je vous parle d'Odanak, puis vous venez de Granby, ça vous dit peut-être pas rien, mais si je vous en parle d'Odanak, puis vous avez des descendants qui viennent d'Odanak, mais ça rapproche. Fait que lorsqu'on fait des expositions, moi et Germain, mais si on parle de la guerre de 7 ans, on va parler de M. Contrecoeur pour intéresser les gens de Sorel-Tracy. Si on fait l'exposition, exemple, à Québec, on va parler plus de Montcalm. Chaque région a des personnages clés. Le temps file. L'avenir de la collection Denis Saint-Martin. Bien, il y a la plupart des pièces majeures de la collection sont présentement sous réserve au musée de la Pointe-à-Calière pour des mesures de sécurité, pas nécessairement. Ça n'a pas nécessairement des valeurs monétaires importantes, c'est plus des valeurs historiques. Quand on dit une valeur historique, des fois, c'est des petits documents qui peuvent pas changer l'histoire, mais venir la compléter. On regarde ça là. Pointe-à-Calière a démontré de l'intérêt, plus que de démontrer, on fait des acquisitions. Puis moi, ma condition, c'est que les choses sur Sorel pourraient rester à Sorel, parce que j'ai une collection de marchands de Sorel. Je trouve que ce serait important qu'on puisse avoir une assise là, éventuelle, là, qu'on puisse... Okay. Donc, vous avez beaucoup de pièces, beaucoup de documents reliés à l'histoire de Sorel-Tracy, à l'histoire locale et à l'histoire régionale. Oui. On peut en faire un musée, quoi? Oui, mais idéalement, je vous dirais que oui, parce que je trouve qu'il y a comme présentement, là, je sais que la société, vous travaillez très fort, le Biophore travaille très fort. Je pense qu'il y a encore de la place pour des joueurs, là, peut-être faire un genre de fusion ou en tout cas, je ne sais pas, je suis un collectionneur, je ne suis pas administrateur, là, ni politicien, mais je pense que ça... Collectionneur passionné. Oui, mais ça me fait de la peine lorsque les gens, je regarde des reportages puis les gens disent qu'ils ne viennent pas à Sorel. Là, ça me touche. Je me dis qu'il faut
de présenter quelque chose. Il faut ériger des monuments au nom de Pierre de Sorel, Catherine Le Gardeur, il y a un quai qui a été nommé, c'est parfait, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas faire un petit monument puis la représenter, Catherine Le Gardeur? Je pense qu'on a besoin d'identifier nos racines. On a-tu oublié notre histoire? Ou on a tendance à l'oublier, la modernité nous fait l'oublier? Ben, je pense que Sorel, un petit peu le défaut de sa qualité, la qualité, c'est qu'on est une ville prospère. On a eu des bâtisseurs, la famille Simard, mais on n'a pas eu des gens des mécènes. Quand je dis des mécènes, c'est souvent, si on regarde les Rockefeller, les premiers Rockefeller, excusez-moi l'expression, ils ont pompé du pétrole. Mais les petits-fils Rockefeller, présentement, sont impliqués dans différentes organismes ou activités de financement, ces choses-là. Nous, à Sorel, c'est les familles nobles, les familles riches, industrielles, malheureusement, puis bon, on peut comprendre, Sorel n'a pas d'université. C'est des choses qui, à un moment donné, c'est que ces familles-là ont accès à des moyens financiers, donc ont accès à de l'éducation. Fait que souvent, j'aime pas dire ça comme ça, mais souvent, des fois, les cerveaux vont quitter la région qui est Sorel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler fort. Il faut dire, écoutez, c'est une ville intéressante. Venez au centre-ville. On a un beau petit centre-ville. Peut-être essayer de transformer le centre-ville de Sorel, mettre ça un petit peu comme un peu dans le vieux Boston, un peu style des pubs irlandais, des choses comme ça. Il y a quelque chose à faire. Oui, il y a quelque chose à faire si tout le monde travaille ensemble. Donc, vous, avec votre collection, vous seriez partie prenante. Absolument. Dans un espèce de projet de société ou de projet... Écoute, Jocelyn, tu l'as dit tantôt, on a joué au hockey ensemble. Moi, j'étais beaucoup plus jeune dans l'équipe à l'époque. Toi, tu étais plus vieux que moi. OK! Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, quand même 60 ans, puis il va falloir un jour que je pense à vider cette maison. On l'appelle maison musée. Là, ouais. Mais il va falloir que ça cesse. Il va falloir pas que la collection cesse, mais que l'emplacement... La collection est une suite. Absolument. Parce que, écoutez, les marchands de Sorel, j'ai peut-être des marchands, on peut parler d'une vingtaine, 20 ou 25 marchands de pièces de Sorel, des marchands de Sorel, des cruches de grès. Il faut que ça soit resté ensemble. Il ne faut pas que ça soit dispersé. Qui arrive on ne le souhaite pas, là, mais même si on ne le souhaite pas, les choses arrivent. Là, il arrive un décès, une maladie, quoi que ce soit, puis que les 25 cruches se retrouvent dans 25 commerces, mais 25 maisons différentes. J'ai travaillé fort pour... La difficulté, c'est de réunir les choses, les identifier où ce qu'ils sont, aller les chercher, les négocier. Un coup que tout est rassemblé, il ne faut plus briser ça. Je trouve que c'est ça un sacrilège. Oui, puis je me suis... Écoute, on va à Paris, on va vous voyager, Jocelyn. Lorsqu'on voyage, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir l'histoire, on veut apprécier l'architecture. On va pas moi, je ne vais pas dans le Vieux-Québec pour aller voir des bungalows avec du vinyle ou des entrepôts en tôle. Je vais pour voir l'histoire. Vieux-Québec pour voir l'histoire, le musée des Ursulines, des Augustines, voir de la pierre, les gens veulent voir du beau. Les gens se déplacent pour le beau. Et le beau. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à Sorel? C'est le beau, il faut travailler fort parce qu'il y en a beaucoup qui ont été démolis, il faut dire les choses comme elles sont. Mais là, on peut aller chercher du bon. On a des événements historiques importants de valeur nationale qui se sont produites à Sorel, puis malheureusement, les gens, lorsqu'ils viennent ou vous êtes la Société historique avec les visites guidées, je suis sûr que s'il y avait une dizaine de monuments représentant ces événements-là, Mme Provost, première pharmacienne au Québec, des voyageurs avec Franklin, c'est des choses que les gens pourraient comme s'identifier, puis on pourrait retrouver. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la fierté. Avec les années, on a perdu cette fierté-là. On est devenu dans le monde, je disais tantôt, un monde industriel. L'industrie s'est développée, on a développé des salaires,
Mais à un moment donné, développer des salaires, c'est une chose, mais il faut développer la culture, la passion. Je trouve que ça, c'est important. Denis Saint-Martin, Oui. le mot de la fin. Ben, je souhaite que les gens de Sorel puissent travailler tous ensemble. Je trouve que faut pas qu'il y ait de silos. Je vois ça un peu comme des silos. J'aimerais ça que le monde de la culture, du monde qu'on parle présentement, le monde des affaires, c'est autre chose. Les hommes d'affaires sont là. On a une chambre de commerce qui est active. Au niveau culturel, je pense qu'il faudrait qu'on puisse regarder peut-être un emplacement futur pour présenter c'est quoi l'histoire de Sorel, l'histoire maritime, les voyageurs, les gens qui ont su faire en sorte qu'on ait une qualité de vie aujourd'hui. Si on a une qualité de vie comme qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui se sont même battus, il y a des gens qui ont laissé leur vie. Fait que je souhaite que les gens de Sorel puissent avoir une identité, se retrouver dans cette identité. Je vais peut-être prendre le mot de la fin. Être rassembleur, comme j'ai compris dans l'entrevue, que vous l'étiez. En ce sens que, oui, je pense que c'est pas juste de rassembler des objets, c'est une chose, mais rassembler des gens intéressés. Ça, c'est le message que vous lancez. Ultime, absolument, oui. Denis Saint-Martin, je vous remercie infiniment. C'était fort intéressant. Merci. Merci bien. Ça fait plaisir.